Chers amis, cher Philippe, c'est une soirée un peu particulière que celle de ce soir. En effet, vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir ici à Béziers des écrivains, des journalistes, des historiens. Mais cette fois, c'est un écrivain, mais aussi un témoin que nous recevons. Le témoin d'un monde particulier, un monde qui se meurt, celui d'une classe politique qui depuis une trentaine d'années nous berce dans ses mensonges, nous traîne dans sa déchéance. Ce que tu as vu, cher Philippe, ce que tu nous racontes dans ce livre, c'est au fond ce que nous pressentions tous avant de te lire, et peut-être même ce que nous savions, mais que tu nous confirmes avec le talent qui est le tien. La vanité de Pan d'un Giscard, le néant intellectuel d'un Chirac, le cynisme méprisant d'un Sarkozy, nous faisions plus que nous en douter. Il n'y a pas besoin de lever le rideau sur leur comportement en privé, loin des caméras, pour savoir que leur insatiable soif de pouvoir allait de pair avec leur colossale médiocrité d'hommes d'État. Comme si la Ve République était une machine à fabriquer des candidats, mais sûrement pas des présidents et encore moins des chefs, des vrais chefs. Comme si la Ve République ne nous offrait plus que des choix par défaut, comme si éviter de prétendus pires nous contraignait à n'élire que des pitres. Aussi, derrière les anecdotes sous les masques de la comédie humaine, qui n'est d'ailleurs pas propre à cette République ni à aucun autre régime, c'est notre procès collectif que d'une certaine manière tu fais. Car, faut-il le rappeler, il n'existe pas de dupeur sans qu'il y ait des dupés. Et quand la duperie dure, et elle dure, c'est que les dupés pardon, mais en redemandent. C'est donc à notre responsabilité que tu nous renvoies. C'est donc un appel implicite à l'engagement qui doit suivre immédiatement la prise de conscience que tu nous renvoies. Je crois pouvoir dire qu'à Béziers, cet appel, tu as pu t'en apercevoir, sans doute encore plus qu'ailleurs, peut être entendu. Car, cher Philippe, après le temps de dire, et afin que les réponses ne soient pas vaines, doit venir le temps d'agir. C'est en conclusion, tu l'auras compris, le vœu que je forme. La France et son avenir ont besoin de tous les Français. Mais parmi tous les Français, il en est certain de plus nécessaires que d'autres. Philippe, tu es l'un d'eux. Parmi toutes les bonnes volontés, tu n'es pas l'ouvrier de la 11e heure, mais l'horloger des premiers jours. Philippe, il n'y aura pas de victoire sans rassemblement, et il ne pourra pas exister de rassemblement sans que tu en sois. Chers amis de Béziers, de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon, je ne sais d'où, je suis vraiment désolé parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu entrer dans cette salle. J'en vois qui sont assis dans les allées et d'autres qui sont dehors. Alors je commence par les saluer
Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai aussi une pensée pour vous. Les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. J'ai gardé un très bon souvenir de Béziers, parce que l'année dernière, j'avais été invité par Robert à venir pour parler de mon roman historique sur Jeanne d'Arc. Et on avait passé une très très bonne soirée. Et puis ça m'avait donné l'occasion de visiter la ville que j'avais connue en son temps avec mon ami Jean-François Corbière et Marie-Laure, que je salue chaleureusement, et qui est le responsable du mouvement pour la France, toujours fidèle et d'une très grande loyauté. Alors j'ai aimé cette ville, et je me suis dit quand même, ils ont de la chance. Il fait toujours beau. C'est vraiment le réchauffement climatique pour nous les Vendéens. Il n'y a qu'une chose quand même, vous me permettrez, sur le vin vendéen est quand même très supérieur. Et puis ça m'a donné l'occasion de parler avec Robert Ménard, que je connais depuis longtemps dans une autre vie, et que j'apprécie depuis très longtemps. Je répéterai devant vous ce que j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse. Moi j'ai une sympathie instinctive pour cet homme. En plus, il a une très belle femme. Et cette sympathie instinctive, d'où elle vient? Elle vient de deux choses qui sont admirables en ces temps où la politique est devenue un cloaque, une piscine sanguinolente où les caïmans mangent les crocodiles. Premièrement, il a le goût et le sens du bien commun. Tout pour sa ville, tout pour Béziers. Il pleure de joie lorsqu'il y a une grande nouvelle pour Béziers. Et deuxièmement, il aime les gens. Et la politique, c'est pas simplement aimer la France, pour la sauver la France, mais c'est aimer les gens, aimer les Français. Si on n'aime pas les Français, on n'aime pas la France. Et les aimer même quand c'est difficile. C'est Robert Ménard. Et donc Robert m'a dit l'année dernière, après Jeanne d'Arc, tu fais quoi? Donc j'ai fait le roman historique de Charette, le roman de Saint-Louis, donc l'esprit de résistance, Charette, l'esprit de tempérance, Saint-Louis, l'esprit de sacrifice, Jeanne d'Arc, et il m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, Sarkozy. C'est pas possible. Alors, et à l'époque, je ne savais pas que j'allais écrire un nouveau livre, et que ce livre serait un succès de librairie immédiat, comme vous pouvez le constater les uns et les autres. Je vous dis tout de suite que, après, quand j'aurai fini de parler, je me tiendrai à votre disposition sur cette table pour signer les livres. Et on a prévu de signer jusqu'à 4 heures du matin. Ouais. Donc merci à Robert de m'avoir invité, et merci à vous de me faire l'honneur d'être là si nombreux. Je pense aux gens qui sont debout, j'espère qu'ils vont tenir le choc. Voilà. Chers amis, ce livre dont je vais vous parler, que j'ai écrit avec une plume de feu, est un livre d'entrailles. Ce n'est pas un livre de convention. Ce n'est pas un livre de calcul. Ce n'est pas un livre de carrière. Ce n'est pas le récit d'un voyeur qui dessinerait des portraits au vitriol pour un ouvrage croustillant. Non, c'est une pensée. C'est un livre d'alerte, je dirais même
d'alarme. Attention, la France est peut-être en train de mourir, submergée de l'extérieur, effondrée de l'intérieur. Attention, ceux-là même qui avaient pour mission, pour haute mission de protéger les trésors de la France, sont ceux-là même qui les ont bradés. Ce n'est pas un livre de désespérance, c'est au contraire un livre sur l'espérance française, une boussole. À force de rencontrer des jeunes gens, chez moi, au Puy du Fou, qui me disaient « On voudrait comprendre, on ne comprend rien. On comprend qu'on glisse à l'abîme, mais pourquoi ?» Je me suis dit « Je vais écrire pour eux. » Une mise en perspective. Une sorte de samizdat pour la génération montante des dissidents. Le fil rouge qui brûle la trame de la civilisation française. Comment en est-on arrivé là? Et si je parle de samizdat, un mot un peu barbare, c'est parce que ce mot est de mon ami Alexandre Solzhenitsyn. Lorsqu'il est venu en Vendée en 1993, lorsque je suis allé le voir chez lui en 1996, puis juste avant sa mort, il m'a dit « Vous devriez, Philippe, écrire un samizdat ». Un samizdat, c'est une analyse critique du totalitarisme que les refusniks mettaient sous la pèlerine pour les cacher et qui passaient à la jeunesse russe. Souvent, le samizdat les conduisait au goulag, à la mort, à la prison, mais le samizdat a triomphé, le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer s'est affaissé. Alors j'ai voulu écrire, oui, un samizdat pour les futurs dissidents. C'est au cours d'une conversation sur la plaine immémoriale de Tambov que cette idée m'est venue. Tambov. C'est là que les paysans koulaks se sont révoltés contre l'armée rouge. C'est là que l'ordre a été donné par les commissaires politiques des soviets de mettre le feu avec une arme chimique à toutes les forêts. Et c'est là que nous marchions tous les deux sur cette terre noire anthracite en attente de fécondité. À un moment donné, il me dit « Regardez ces souches bourgeonnantes, il y a de jeunes pousses chez nous en Russie. La Russie se retrouvera, elle est vivante. Mais vous, l'Europe, vous allez vivre des heures difficiles, vous allez souffrir. Parce que vous vivez une éclipse de l'intelligence. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. Votre système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Juridisme sans âme, humanitarisme formel, abolition de la vie intérieure. Mais un jour, Philippe, un jour viendra où le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites lucioles vacillantes sortiront de la grande catacombe, portées par des dissidents. Il s'arrête à nouveau, me fixe du regard et ajoute cette phrase prophétique qui pour moi est une recommandation de toute une vie d'un prophète du XXIe siècle. Aujourd'hui, dit-il, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. C'est à l'intention de ces dissidents, mot russe s'il en est, c'est à l'intention de ces esprits réfractaires qui naissent et se lèvent, sans qu'on les aperçoive encore, que j'ai écrit ce livre, ce vadémécum, ce petit guide de sortie vers la lumière. Pourquoi ai-je écrit ce livre à cet instant? Parce que ce qui était inaudible quand j'étais
dans la vie publique est devenu aujourd'hui assourdissant. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Aujourd'hui, tout s'aggrave et tout se dénoue. Et puis il y a une deuxième raison. J'ai été un homme politique, je ne le suis plus. Ma parole est libre. Elle ne peut pas être suspectée. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de calcul. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, il y a une différence entre la politique et la métapolitique. La métapolitique est à la politique ce que la métaphysique est à la physique. On va à la cause, on va aux valeurs fondatrices. C'est étrange de voir que tous ces intellectuels qui vont sur la place publique, les Finkielkraut, les Onfray, les Zemmour et beaucoup d'autres, sont attendus, guettés, sollicités, plébiscités. C'est étrange de voir que quand une chaîne de télévision, je les salue ce soir respectueusement, en particulier Canal+, avec une petite pensée pour votre nouveau patron, M. Vincent Bolloré. Dans le temps, ils appelaient Juppé, Fillon, Sarkozy, Hollande, on s'arrête là, quand ils voulaient faire de l'audience. Et moi, quand ils voulaient remplir leur quota pour le CSA. Et maintenant, c'est l'inverse. On me demande de venir, on me supplie de venir pour faire monter l'audience. On fait venir Onfray, on fait venir Finkielkraut, etc. En d'autres termes, la métapolitique, elle est plébiscitée, la politique, elle est suspectée. Et donc, je me suis dit, si je fais ce livre, peut-être qu'il va être lu. Vu que je ne suis plus homme politique. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas bien ou qui m'ont oublié, vu que je suis un fantôme, parce que je suis parti il y a plus de 6 ans. Je suis entré en politique par effraction, je l'écris dans les premières lignes de mon livre, et j'en suis sorti avec le dégoût. Je suis entré en politique par effraction. Je suis fils d'un Lorrain, d'un père lorrain, officier français, compagnon de Delade, et d'une mère catalane. Et donc en réalité, tout le monde croit que je suis vendéen. Je ne suis pas vendéen par le droit du sang, je suis vendéen par le droit du sol, je suis une sorte de petit beurre vendéen. Et quand j'ai passé mon bac, mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Je dis « Je vais faire un hymne. » Il me dit « C'est quoi un hymne? C'est pas un métier. Un hymne à la Vendée. » Mais pourquoi un hymne à la Vendée? Parce que je veux remercier la Vendée pour une enfance heureuse, remercier mon père, remercier ma mère. Je vais payer ma dette en nature, en lumière. La Cynès aînée du Puy du Fou. Et aussi parce que je voudrais réparer l'injustice faite à la Vendée dans l'histoire de la France. 300 000 morts, livrés aux ardeurs des corbeaux, brandissant un scapulaire et qui n'ont jamais eu de sépulture officielle. Moi, je vais leur faire une sépulture officielle. Et mon père, malin, me dit « Alors fais des études. On est dans un pays de gérontocratie et de diplômes. Fais des études. » Ok, papa. Je fais Sciences Po, je fais l'ENA. Je suis entré à l'ENA dans la fabrique fameuse des poulets de batterie hors sol. On m'a dit, comme aux autres, tu seras ingénieur social, tu auras pour vocation de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, la cité sans racines et sans frontières, la fin de l'histoire, la fin des religions, la fin des idées, la fin de la politique. C'est ce qu'on nous enseigne à l'ENA. J'en ai réchappé parce que j'ai fait l'ENA buissonnière. L'ENA, c'est un laminoir sémantique. Vous rentrez avec 3000 mots, vous sortez avec 30 mots. Mais regardez donc, réfléchissez un instant, regardez les deux siamois.
Juppé, Fabius. 2 crânes d'œufs qui se ressemblent. Ils ont été démoulés le même jour. Et donc, et après l'ENA, je suis devenu sous-préfet. Je suis parti le 10 mai 1981, quand Mitterrand est arrivé. Un jour, à Florence, on marchait tous les deux, il m'a dit « Dites-moi, monsieur de Villiers, quand je suis arrivé, vous avez mis le drapeau de la sous-préfecture de Vendôme en berne ?»« Oui, monsieur le président. » Pardon, monsieur le président. Non, 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 vous savez, pour moi, la rancune n'est pas une politique. Et là, il me dit « Vous savez, je suis content de marcher avec vous que ça. » Il dit « Pourquoi ? Parce que je vous aime bien. » Ah, ça c'est un paradoxe, monsieur le président. Pourquoi? Parce que vous me rappelez moi quand j'étais jeune, j'étais de droite. Et donc en 1986, j'avais fait le Puy du Fou, j'avais fait Alouette FM, etc. J'étais un entrepreneur créateur. J'avais quitté l'administration. Il n'y avait pas de ventrale et pas de dorsale avec moi. J'avais quitté l'administration, je remboursais ma dette à l'ENA. Quand on est haut fonctionnaire et qu'on n'a pas 10 ans de fonction publique, il faut rembourser. Je remboursais. Donc j'étais pas en disponibilité hors cadre, etc., comme ils font tous. Et là, Chirac m'appelle et il me dit, voilà, secrétaire d'État à la culture. Donc j'ai compris que j'allais flanquer Léotard. Et je me suis dit très vite, j'ai compris très vite que j'allais devenir l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre, l'ombre de Jack Lang. Je suis parti. Mais après, la Vendée m'a rattrapé en disant, un gars qui a fait un hymne comme le Puy du Fou, on le veut. Je suis devenu gouverneur territorial, j'ai créé le Vendée Globe, etc. J'ai voulu faire de la Vendée un département moderne, créatif. Et puis j'étais lanceur d'alerte sur le plan national, avec des fortunes diverses. Je n'ai jamais aimé la politique, je l'ai toujours détestée. Tous les matins, je me disais, aujourd'hui encore, je vais boire un bol de crapaud. Mais pour moi, la politique, c'était un service. C'était la politique sacrificielle au sens de Saint-Louis. On n'est pas là pour faire carrière. C'est terrible de voir l'hédonisme politicien remplacer l'idée de service. La politique n'est pas un statut. Il faut savoir partir. Quand on a rendu service et quand le service est accompli, et il faut savoir surtout se sacrifier. Tout sacrifier. Quand le pays le juge nécessaire. Se sacrifier et non pas se servir. Alors j'ai jugé à un moment donné qu'il fallait partir. Je suis parti avec le dégoût parce que j'ai croisé la trahison. J'étais inondé de boules puantes, vous savez sans doute. Et j'ai croisé le mensonge. La trahison, vous savez, en politique, la trahison est le prolongement naturel de l'amitié. Et j'ai croisé le mensonge. Et à force de croiser le mensonge, on finit par se sentir contaminé. On a l'âme blessée. Le mensonge, c'est quand ils vous disent « je ferai tout pour vous » alors qu'ils font tout pour eux. Le mensonge, c'est quand ils vous disent « je vous promets de faire ceci demain ». C'est un mensonge, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ils l'ont redistribué, le pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. Ils n'ont plus que le calendrier scolaire et la retraite des anciens combattants, mais il n'y a plus d'anciens combattants, ou presque plus. Et quand on n'a plus le pouvoir et qu'on fait croire qu'on a le pouvoir, c'est le plus grand de tous les mensonges. Regardez-les. Ce sont des cul-de-jatte et des manchots qui vous font croire qu'ils vont gagner la médaille olympique au trapèze aux 100 mètres. Évidemment qu'il ne faut pas les croire. Ils n'ont plus le pouvoir. Hollande, c'est René Coty avec... Attendez avant d'applaudir Hollande. Hollande, c'est René Coty avec un pot
de chrysanthème dans les bras, qui va chez Patrick Sébastien, au plus grand cabaret du monde, et du pot en fait sort un bouquet d'étoiles, et de toutes les étoiles sort la 51e étoile du drapeau américain, c'est l'Europe. Celui qui m'a beaucoup appris, le plus appris, qui m'a appris à dénuder le fil rouge qui court dans la trame de la décivilisation française, c'est le camarade auquel je veux rendre hommage en votre présence et en présence de Canal+, Cohn-Bendit. En effet, nous nous sommes côtoyés, nous nous sommes croisés, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes beaucoup parlé au Parlement européen. Il était au centre du Parlement, normal puisqu'il en était le centre de gravité. Et le matin, souvent, il venait vers moi à la buvette, je lisais l'Équipe, le seul journal sérieux pour un homme politique, et je lisais la page du foot. Il venait par-dessus mon épaule, il était là, il arrivait les bras ballants, hirsute, rigolard, coiffé à la matraque. L'air fatigué du gars qui a dépavé toute la nuit. Et il me disait souvent, un gars comme toi qui aime le foot ne peut pas être tout à fait mauvais. On n'aimait pas tout à fait le même foot. Moi, j'aimais le foot enraciné, du temps où les joueurs étaient de chez eux. Et lui, il aimait le foot déraciné, et ça ne le dérangeait pas que le foot se fasse à coups de millions. Il disait, mais tu te rends compte, Manchester United, il n'y a pas un Anglais quand même. Il me dit, c'est l'arrêt Bosman qui permet d'avoir des joueurs du monde entier. Il me dit, moi j'incarne l'arrêt Bosman. Donc on n'était pas d'accord sur le foot. L'argent du foot, ça ne le dérangeait pas. Alors un jour, je lui dis, mais finalement, Danny, t'es un bourgeois? Il me dit oui. T'as bien changé? Non. Alors il m'a expliqué, tu te trompes sur mai 68. Mai 68 n'a pas été une révolution prolétarienne. Ce fut une révolution bourgeoise, une révolution du capitalisme. L'émergence du boboïsme. Le bobo est un hybride qui hérite de l'Amérique un nouveau modèle économique et sociétal, le libéral libertaire, le no limit des libertaires et le no frontières des libéraux. Alors je dis, c'est incroyable cette histoire. Libéral, libertaire, bobo, d'accord. Allons plus loin. Qui est derrière tout ça? Et il me répond, les grandes firmes multinationales, américaines. Souvenez-vous de la révolte de Berkeley. Et les grandes firmes, en fait, multinationales, qui veulent élargir leur marché, qui veulent créer de nouvelles clientèles, donc en Europe, notamment, qui veulent créer de nouveaux appétits, qui veulent créer ce qu'ils ont appelé le marché du désir. Et c'est là qu'intervient le no-limit qui vient au secours du no-frontière, parce que les experts en marketing de ces grandes entreprises expliquent qu'il y a un obstacle au développement de ces nouveaux marchés. C'est le pater familias et le matriarcat. Parce que la mère poule, elle ne veut pas trop dépenser, et que le bon père de famille, au sens du code civil, il fait attention à ses économies. Et là, Apple découvre que les homosexuels achètent 2 fois plus d'ordinateurs que les couples hétérosexuels. Double income, no kid. Double revenu, pas d'enfant. Et donc, il est essentiel pour les grandes firmes multinationales
d'imposer dans le monde entier le mariage homosexuel pour permettre de transformer les citoyens en consommateurs individuels, compulsifs, post-névrotiques, désinhibés. Ou même l'angoisse peut être recyclée dans le supermarché. Voilà d'où est venue cette idée du no limit et du no frontières. C'est parfaitement incarné par M. Pierre Berger, cette nouvelle sommité spirituelle du monde contemporain, quand il dit « Je ne vois pas la différence entre louer son ventre pour faire un enfant, et le vendre, ou louer ses bras dans une usine. » Voilà, on est dans le no frontières, no limites. Le no frontières, c'est les grandes entreprises multinationales qui sont devenues anationales. Ce ne sont plus des patrons, ce sont des managers. Et ces managers, en fait, veulent un marché planétaire de masse depuis les années 70. Il est donc essentiel d'abattre les frontières, d'abattre les États, d'abattre les souverainetés, d'abattre les nations. D'où le réchauffement climatique, etc., etc. Parce que sauver la planète, c'est ça. On ne veut pas sauver l'arbre du voisin, on ne veut pas sauver son voisin, on sauve la planète pour avoir une gouvernance mondiale. Le mot gouvernance mondiale est né de gens comme Delors, les banquiers du FMI, l'ONU, etc. Gouvernance mondiale. Il faut faire sauter les États, les nations, les frontières. Parce que s'il y a des frontières, s'il y a des nations, s'il y a le matriarcat, s'il y a le paterfamiliat, s'il y a la famille, alors on ne peut pas pénétrer les marchés aussi facilement. Il faut avoir des êtres individualisés et solitaires, des solidaires solitaires, le nouvel hybride de la société consumériste. Donc c'est l'homo sapiens, Z, au lieu de l'homo sapiens. J'ai vu pendant 30 ans s'organiser la conjonction inouïe de ceux qui, par intérêt, voulaient abattre les frontières, les nations, les États, pour faire le marché planétaire de masse, et de ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désaffilié, désinstitué, sans sexe ni patrie, déraciné. C'est cette conjonction-là des deux libéralismes, le libéralisme économique sans frontières et le libéralisme sociétal, c'est cette conjonction formidable qui détruit à petit feu les nations européennes et qui le fait sous clé américaine. En 1992, j'avais conscience de l'événement avec ceux qu'on a appelés les conscrits de Maastricht. Nous étions une poignée de résistants qui refusaient ce qu'on appelait le super-État. 1992, c'est le traité de Maastricht, c'est le référendum sur Maastricht. En face de nous, nous avions des gens qui nous expliquaient, avec un argument séduisant, « Monsieur de Villiers, mais comment vous pouvez être contre le super-État » Et les gens disaient, ben oui, comment vous pouvez être contre le super-État? Le super-État, c'est un État super. On va faire une super frontière, une super agriculture, une super industrie, une super nation, une super puissance. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir. C'était ça, le discours. Et nous, on nous disait, vous voyez, vous êtes pour le repli, vous voulez la France d'avant, etc. Et nous, on disait, non, non, mais c'est pas ça. On ne veut pas d'une Europe fédérale. On était empêtrés, en fait. Et c'est bien longtemps après qu'on a compris, que tout le monde a compris, ce que nous, on avait compris déjà par l'intuition, mais on n'osait pas le dire. Qu'en fait, Maastricht, c'était, dans toute l'histoire des peuples européens, une tentative inouïe d'anéantissement du politique. Il ne s'agissait pas du tout pour Jean Monnet, le salarié de la Banque Lazare, qui est le père de l'Europe, et qui a reçu une feuille de route très précise des Américains quand il est venu voir les démocrates chrétiens européens, Schuman, Gasperi et Adenauer. Il leur a dit, vous aurez les étoiles de la Madone, mais le contenu, c'est moi.
L'idée de Jean Monnet, c'était de faire un espace sans frontières, le mot est resté, un espace sans frontières, sans identité, donc pas de racines chrétiennes, on ne sait pas d'où on vient, pas de gouvernement, donc la commission, les commissaires, et pas de démocratie. C'était ça l'idée, parce que les peuples, c'est dangereux. D'ailleurs, la preuve, on l'a vu avec la guerre, etc. Et profitant de la culpabilisation des nations européennes, eh bien le schéma s'est imposé. Il ne s'agissait pas pour eux de créer une nation nouvelle qui succéderait aux nations défuntes, les nations anciennes. Il s'agissait d'anéantir les nations anciennes pour ne rien mettre à la place et préparer l'émergence de la gouvernance mondiale des experts et des financiers sous clé américaine. C'était ça le projet européen. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, ou qui douteraient de mon propos, je les renvoie à la lecture du traité transatlantique qui va être signé prochainement et qui prévoit que l'Europe devient une annexe, un marché annexe de l'Amérique. Je dis bien un marché annexe de l'Amérique. Donc cette fois-ci, il n'y a plus aucune nation européenne, il n'y a plus aucune barrière douanière, il n'y a plus d'appellation protégée. Donc, et il y a un tribunal arbitral, tenez-vous bien, un tribunal arbitral devant lequel les sociétés nationales, 80 000, pourront traîner les États et leur faire payer des indemnités. C'est-à-dire que la justice des entreprises multinationales sera soustraite à toutes les puissances publiques. Ça, c'est le traité en préparation. Qui négocie ce traité? La Commission. Que disent les chefs d'État? Rien. Que dit Hollande? Comme d'habitude. Donc voilà exactement où on en est. À partir de 1992, j'ai compris que nous vivions deux grandes césures nouvelles qui allaient s'élargir, deux grandes fractures. La première, c'est qu'on est passé, on a changé de régime. On est passé d'un régime démocratique à un régime oligarchique. Les banquiers, les prétoriens, les gnomes de Bruxelles. Mais surtout, s'est installé en France un clivage entre le souverainisme et le mondialisme. Le souverainisme, ceux qui pensent que la France peut encore y arriver, et le mondialisme, ceux qui considèrent que les nations doivent disparaître parce qu'elles ont fait leur temps. Le mondialisme, c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. C'est un système qui prépare la grande sécession des élites. Aujourd'hui, 1% de la planète, les ultra-riches, la superclasse invisible, possèdent 99% des richesses de la planète. Le mondialisme prépare et génère tous les jours, en même temps qu'il l'épanouit, un capitalisme sans entrailles qui dissocie le capital et le travail, ce qui est monstrueux dans toute l'histoire de l'humanité. Et le mondialisme, c'est l'idée professée par M. Alain Minc que ceux qui ne sont pas mondialistes sortent du cercle de la raison et ne sont plus considérés comme raisonnables. C'est un peu la dérive vers la psychiatrie telle qu'elle était dessinée en Union soviétique. Et d'ailleurs, M. Delors avait dit « les gens comme vous, en parlant de moi, doivent quitter la politique ». C'est la seule fois où il ne s'est pas trompé. Un jour, j'ai dit à Cohn-Bendit, « Mais alors, Danny, t'es content? Dors-tu content, Voltaire et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. T'es content, Danny? » Et il me dit « Oui, je suis content. » Il dit « T'as des filles spirituelles ?» Il me dit « Parle pas comme un curé, s'il te plaît. » Non mais t'as quand même, il y a une suite derrière toi.
Oui, j'ai un fils spirituel, puisque tu insistes. Giscard. Moi, je me suis occupé de l'État et lui de la nation. Giscard, voilà comment ça se résume, avortement de masse, immigration de masse, le regroupement familial et l'IVG. J'ai très bien connu Giscard. J'ai très bien connu Giscard. Mais vraiment très bien. Parce que quand j'étais sous-préfet de La Rochelle, mon premier poste, un jour il m'a appelé à l'Élysée. Je suis retrouvé, moi jeune sous-préfet, dans son grand bureau. Donc il y avait le père, le fils et moi, le petit sous-préfet. J'ai cru que vous alliez dire le Saint-Esprit. Et Giscard avait beaucoup entendu parler de moi parce que j'avais défrayé la chronique. En faisant le Puy du Fou, j'avais voulu que dans le scénario du Puy du Fou, il y ait un cracheur de feu. Personne ne voulait faire le cracheur de feu. J'étais allé voir un cracheur à Beaubourg, j'avais appris à cracher le feu. Il m'a dit, vous avez des prédispositions, ce qui pour un énarque est très rare. Un énarque qui crache le feu, il y en a très très peu. Et voilà, et un jour, il y a un journaliste de Vie Publique qui est arrivé, il a pris la photo, et la une de Vie Publique, le sous-préfet cracheur de feu. Et mon préfet, qui s'appelait Maurice Test, qui était un brave homme par ailleurs, il me convoque dans son bureau, il me dit, vous reconnaissez là le gars qui crache le feu? Je dis oui. Il me dit, vous vous rendez compte? Vous êtes grillé. Et vous allez voir la suite. Incroyable. Les détours de la vie. Giscard me fait asseoir. Je vois se poser sur moi l'œil du Colin froid. Je le vois qui mâchonne sa première question comme un barbon chuintant du bec. Ah, monsieur sous-préfet, on me dit vous crachez le feu. C'est exact, monsieur le président. Vous crachez souvent. En général, en fin de semaine. Vous ne craignez pas les retours de flammes? Moins que vous. Voilà. Et il me dit, je cherchais un cracheur de feu, en gros, pour mon fils, pour faire élire mon fils député, Henri Giscard d'Estaing, qui est maintenant patron du Club Méditerranée. Oui. Il a changé d'orientation parce que j'ai échoué dans mon entreprise. Et donc en fait, en gros, il m'a dit, vous êtes cracheur de feu, vous serez monteur d'ours. Donc je promenais le fils dans la circonscription et en contrepartie, je pouvais aller au Puy du Fou comme je voulais, tous les week-ends, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Giscard m'a beaucoup parlé. Et il avait besoin de capteurs, il m'appelait son capteur, parce que je lui disais la vérité. Alors comment sont les gens sont contents? Il dit non, pas contents. Bon. Et pourtant je suis en train de réformer, justement vous réformez tout, ils veulent pas qu'on réforme, ils veulent qu'on garde quand même des choses quoi. Bon. C'était un Américain quoi, c'était déjà. Et là-dessus, un jour il me dit, vous savez, moi je vais vous dire Philippe, je veux sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Donc en fait, en faire un État des États-Unis d'Europe. Ils se voyaient bien un Jefferson de l'Auvergne. Et un peu plus tard, la conversation m'a marqué. Il m'a dit, la dernière fois que j'ai vu Jean Monnet, j'avais la main sur la poignée de la porte, et au moment de me dire au revoir, il m'a retenu, il m'a dit, Giscard, vous avez compris l'essentiel. Je lui ai dit, c'est quoi l'essentiel? Vous avez compris que la France ne pourrait plus jamais y arriver toute seule. Ça veut dire que la France n'a plus les ressources morales pour assumer son destin. Il faut en faire un protectorat américain. C'était Giscard. Après, j'ai très bien connu son aide de camp, qui était son Premier ministre, Chirac. Encore mieux connu, puisque j'étais stagiaire de l'ENA en Corrèze, et qu'il était Premier ministre, et en même temps président du Conseil général de la Corrèze. Donc il venait chaque week-end, et j'étais avec lui tout le temps.
Alors, il recevait les lettres, il me les donnait, il avait des grandes poches, et hop, ça débordait, il me les donnait, il me dit tu réponds oui, après on verra. Et il y a des moments où on parlait comme ça, seul à seul, et il détestait les idées. Il dit quand je vois un mec avec conviction de droite, conviction de gauche, je l'envoie à Sainte-Anne. Pour lui, les convictions, c'est psychiatrique. Et donc, l'histoire, alors l'histoire n'en parle pas. Giscard connaissait l'histoire mais n'en voulait plus. Chirac, lui, ne la connaissait pas. J'ai raconté parfois, peut-être vous l'avez vu à la télévision, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je raconte dans mon livre une histoire invraisemblable. Un soir, on est à l'Élysée. Moi, je suis en bout de table, mais je suis là parce que je remplace Léotard qui est parti courir le marathon de New York. Parce que déjà à l'époque, il fallait avoir l'air. Et Mitterrand, il y a un petit blanc sonneur, donc il dit, pour relancer la conversation, il dit tiens, quelle est votre date européenne préférée? Fondatrice. Thatcher se précipite, donne une date anglaise, évidemment, et dit 1215, la Grande Charte. Ah, très bien, tout le monde approuve. Et vous, Helmut? Et Helmut Kohl dit, après avoir réfléchi un instant, pour moi, je dirais 1648, les traités de Westphalie, qui fondent la Nouvelle Europe. Et vous, François? Et François regarde les uns, les autres, mais on regarde, et puis finalement il dit, bah, moi je dirais quand même 496, le baptême de la France. Et tout le monde se retourne vers Chirac. Chirac est agacé, il ne veut pas répondre. Alors, Mitterrand, et vous, monsieur Chirac? Là, il prend son verre de bière et il dit 1664, Cronenbourg. Et après, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Il dit, parce qu'on s'en fout. L'histoire, on s'en fout. Voilà. Donc, en fait, ils ont largué la souveraineté, tous ces braves gens. Les autres ont continué derrière, Sarkozy et Hollande, traité de Lisbonne, etc. Mais le plus grave, c'est qu'en même temps, ils ont dissous l'identité. Je reviens à Solzhenitsyn. Solzhenitsyn m'a dit un autre jour, il dit, vous savez, la Pologne, la Hongrie revivront. Parce que Brejnev a parlé de souveraineté limitée, ces pays-là ont perdu leur souveraineté, mais ces peuples-là ont gardé leur identité. Et donc, quand le mur est tombé, les forces morales, les forces vives ont pu refaire un pays parce qu'ils avaient gardé le fil. Mais vous, la France, vous êtes dans une situation très difficile puisque en même temps, vous avez perdu votre souveraineté et vous allez perdre, si ça continue, votre identité. Les grands prêtres médiatiques auxquels je veux rendre un hommage particulier en présence du Canal+, en espérant que le message leur parviendra. Alain Minc, Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. Et oh, il y en a qui a applaudi. Attendez la suite. Donc, leur idée, en fait, elle est très simple. La France est une honte. Je vais vous dire pourquoi après. Il faut donc qu'elle change d'identité. La France est une honte. Il suffit de lire L'idéologie française, un livre publié en 1981, et la petite musique de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, c'est le contraire du roi Midas. Le roi Midas, tout ce qui se transformait, tout ce qui touchait se transformait en or. Et lui, tout ce qui touche se transforme en plomb. Il dit en gros ceci, je cite de mémoire en substance. Il dit, la France, dans les expressions les plus intimes de son passé, charrie des vomissures barbares, comme ces diables brûlants qui crachent des laves rougeoyantes. Il faut qu'elle s'excuse, il faut qu'elle batte sa coulpe. Ces gens-là et d'autres, la médiacaste, ils pensent tous que la France est une honte, c'est-à-dire une tache ignominieuse sur les points précieux de la carte métaphysique de la planète.
non seulement ils le pensent, mais ils le disent, et ils le disent à nos enfants, à nos petits-enfants, par l'intermédiaire de l'éducation nationale. La France est interdite de France. C'est le seul pays au monde où on n'a pas le droit d'aimer la France. La France qui a fait la France. Et quand on nous parle de la France, par exemple, à Versailles, où j'étais il y a 3 jours, c'est pour parler du vagin de la reine. C'est-à-dire qu'ils salissent, ils souillent, et ils sont contents, ils sont heureux de souiller la France. Mais moi, je pose une question simple. Dans cette ville qui connaît, comme tant d'autres, une immigration croissante, quand on ne donne pas aux jeunes gens à méditer nos larmes, nos drames, nos gloires et nos grandeurs, alors ils s'enfuient pour aller chercher d'autres larmes, d'autres drames, d'autres gloires et d'autres grandeurs. Tous ces laïcards qui ont voulu faire le vide ne se rendent pas compte, ils ont fait le vide et les islamistes remplacent le vide, ils le comblent le vide. C'est pas la laïcité. La laïcité, c'est un règlement de copropriété, c'est une règle. C'est pas la laïcité qui va remplacer le lien amoureux. Quelqu'un qui veut devenir français, il faut qu'il veuille aimer la France. Encore faut-il qu'il puisse l'aimer. Alors, s'il vient au Puy du Fou, oui, c'est possible. Mais s'il va à l'école de Madame Belkacem, il ne va pas l'aimer, la France, parce qu'on fait tout pour la faire détester. Et je raconte dans mon livre, quand on parle aujourd'hui, moi je suis fils d'un résistant qui a été torturé, qui a terminé au camp de représailles de Lübeck, dont je n'ai aucune leçon à recevoir de tous ces grands prêtres médiatiques, hein, sur ce qu'il convient de penser ou de ne pas penser. Et je dis, en tant que fils de résistant, c'est une honte ce que vous faites, messieurs les grands prêtres, les nouveaux médiateurs, les nouveaux professeurs de la bien-pensance. Vous êtes en train d'expliquer à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants demain, que les Français en 40 étaient des collabos, des crypto-nazis et des racistes. C'est un scandale. Les Français étaient des résistants et il y a eu des collabos. C'est pas la même chose. Et quand on parle de l'Indochine, les soldats français qu'on a abandonnés là-bas, que les politiciens ont abandonnés là-bas, à la cage aux buffles, on dit que ce sont des terroristes. Et quand on parle de l'Algérie, on dit que ce sont des tortionnaires. Alors moi, je vais vous dire ce soir, en présence de la télévision, moi je suis fier de la colonisation française. Bien sûr, il y a eu des fautes, bien sûr, il y a eu des excès. Je vous signale que la colonisation française, c'est pas la droite qui a commencé, c'est la gauche. Et il y a eu les missionnaires, il y a eu les professeurs, il y a eu les médecins, il y a eu les grands équipements, il y a eu les pieds noirs, et il y a eu les harkis. En cet instant, je leur rends hommage aux pieds noirs Robert Ménard. Et en fait, leur idée, c'est non seulement de nous culpabiliser, de provoquer ce qu'on appelle la haine de soi, qui n'est pas la haine de soi. La haine de soi, en fait, ça consiste à battre sa coulpe sur la poitrine de ses ancêtres, ce qui est indécent et injuste. Pourquoi ils veulent nous culpabiliser? Parce qu'ils préparent l'assimilation à rebours, la colonisation à l'envers. C'est ça qu'ils préparent. Je me souviens, le 13 février 1991, un colloque au Sénat sur le Vietnam, sur la guerre du Vietnam. La salle est comble, il y a une grande tension. Et tout à coup, à la tribune, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Jacques Beucler, trépigne, se lève, se rassoit, se penche sur sa gauche, se penche sur sa droite. Que se passe-t-il? On a l'impression que c'est un soldat qui revit des événements tragiques dans son regard. Il a été 4 ans au camp 113.
le camp Viet Minh. Il a assisté à la cage aux buffles. On attachait les soldats français prisonniers à des pilotis dans une eau putride sous la maison à pilotis, et on laissait venir les maringouins, des puces géantes qui venaient les manger. Ils geignaient, puis ils s'éteignaient. Ce sont des centaines et des centaines de Français qui ont disparu sans sépulture. Alors, Jean-Jacques Beucler se lève. Le doigt hésite, il tremble. Il désigne au milieu de la salle un homme et il dit: il y a là-bas un homme qui n'a rien à faire ici. Un homme qui était mon geôlier, qui était le chef de la rééducation politique des prisonniers français. C'est lui, je le reconnais, Dai Dong. Dai Dong. Levez-vous, Dai Dong. Dai Dong, en français, c'est Georges Boudarel. Dai Dong s'est levé, a dit: je suis fier de ce que j'ai fait. Alors, on a été un certain nombre de parlementaires à déposer une plainte pour crime contre l'humanité contre Dai Dong. La justice n'a rien fait. Et plus tard, lorsque je suis tombé par hasard sur son formulaire de demande de retraite de l'université, puisqu'il était enseignant à la Sorbonne, eh bien, il avait rempli à la main période 1951-1954 pour avoir ses droits à la retraite, voyage d'études en Extrême-Orient. Voilà. Et donc, j'ai écrit ce livre pour vous dire à vous, chers amis, allez, relevez la tête. Maintenant, ça suffit. On n'accepte plus. On est fiers de la France. On n'accepte plus rien. On n'accepte plus rien. On n'accepte plus cette honte, cette culpabilisation de la France. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote incroyable. On marchait à Florence, ça a duré 4 heures avec François Mitterrand. Et il était en verve. Et comme il m'aimait bien, il m'a fait ses confidences. Et à un moment donné, je lui dis: est-ce que je peux vous poser des questions plus gênantes? Il me dit: aucun problème, il n'y a pas de questions gênantes. Je dis: vous pouvez me raconter comment vous avez créé SOS Racisme? Il me dit: pas de problème. Ça s'est passé dans mon bureau. Il me dit les gens qui étaient là. Il me raconte toute l'histoire. Il me dit: voilà, on est parti de l'Étoile jaune. On a fait la main jaune. C'est-à-dire que l'immigré sera le juif d'aujourd'hui pour vitrifier, pétrifier tous ceux qui veulent parler de l'immigration. Le migrant devient le prolétaire, vu que depuis 1983, on ne peut plus avoir le soutien des ouvriers puisqu'on les a abandonnés à la mondialisation sauvage, avec la liberté des capitaux. Je dis en somme, le monde des migrants est devenu à ce moment-là un lumpen prolétariat de substitution parce que vous avez besoin d'une force électorale d'appoint. Il me dit exactement. Et donc, il me dit textuellement, c'est la captation de la Shoah par les lobbies immigrés qui font du peuple migrant le nouveau peuple élu. Voilà la manœuvre. SOS Racisme. Vous savez, il y a SOS Baleine, SOS Tout Petit, SOS Chat en danger. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il s'agit SOS de l'ancien SOS pour l'objet qu'on veut sauver. Ben, SOS Racisme, SOS Baleine veut sauver les baleines. SOS Racisme veut sauver les racistes. Ils aiment tellement les racistes qu'ils s'efforcent d'en faire davantage de peur d'en manquer. Et donc en fait, voilà la manœuvre de Mitterrand, voilà la manœuvre de la gauche, et ça continue, par exemple avec le droit de vote des étrangers, etc. Il s'agit tout simplement de culpabiliser les Français et en même temps de les préparer au changement de peuplement. Ce matin, j'entendais une chose inouïe. Monsieur Moscovici, qui est commissaire à l'économie à l'Europe, bon, il a été exfiltré par Hollande parce qu'il ne savait pas comment s'en débarrasser
vu ses résultats en France, plus vous êtes mauvais en France, plus vous avez de la promotion à Bruxelles. Et il a dit ce matin, oui, il y aura 3 millions de migrants supplémentaires en 3 ans. Ah, c'est marrant, il y a 15 jours, c'était 24 000. Donc c'est 3 millions. Bon, ça peut être 6 millions, hein. Peut-être plus, sans doute plus. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute. Il dit, c'est très important, ça va fouetter la croissance. Donc, pour dire une chose pareille, mais même un mec comme Régnier, pourtant il en dit des bêtises, mais celle-là, il l'a pas faite, vous voyez. Donc, Moscovici a dit ça. Et donc voilà. Donc en fait, ils veulent changer l'identité de la France parce qu'ils la détestent, la France. Ils la haïssent dans ses profondeurs parce qu'ils ne veulent plus d'une France avec des racines gréco-latines et judéo-chrétiennes. Alors nous vivons sans politique. Nous vivons sans politique. Il faut en être conscient. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est le primat d'un pouvoir légitime sur les pouvoirs de fait. À l'extérieur, les hégémonies, les empires. À l'intérieur, les féodalités. C'est une vieille loi depuis les Grecs et les Romains. Quand il n'y a plus de politique, l'économique et la politique fusionnent. Et c'est l'économique qui l'emporte sur la politique. C'est ce que voulaient les grandes firmes nationales. Nous y sommes. Et quand il y a la fusion entre l'économique et le politique, c'est-à-dire que la puissance privée l'emporte sur la puissance publique, le pouvoir est vide. Aujourd'hui, en France, le pouvoir est vide. La potestas, pour parler comme les latins, la potestas est partie à Bruxelles et l'auctoritas à Canal+. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais invité. Parce que je risque de choper l'auctoritas avec les téléspectateurs. Alors, en fait, oui, voilà, de toute façon, c'est un bon début. Et vous êtes très sympathique. Et oui, j'étais invité, en fait, par Madame la Nouvelle, là, qui est très sympathique aussi, très charmante surtout. Et on m'a décommandé 3 heures avant l'émission. Je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, j'ai vu qu'à la place de mon livre, il y a un gars qui est venu pour défendre un autre livre, c'est Mein Kampf. Peut-être plus rentable. Enfin, bref, alors, reprenons le fil. Donc, quand il n'y a plus de politique, il y a les féodalités. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est le plus important de ce que je vais vous dire. Les féodalités, ça veut dire les lobbies et la marchandisation du monde. Les lobbies, c'est extraordinaire. J'ai un chapitre dans mon livre sur le Parlement européen. C'est la corruption généralisée. Ok? Ben, pour l'instant, il n'y a pas un procès. J'ai dit des choses sur la commission de Bruxelles qui sont intolérables du point de vue de leur honneur. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et il y en a même un qui a dit « Moi, je me suis reconnu. » Et donc, les lobbies, je ne vous la fais pas, mais il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles. Hein, 30 000 lobbyistes, ils sont jour et nuit sur vous, quand c'est pas dessous. Et alors, donc ils vous tiennent la main comme ça, vous voyez, hein, et derrière les lobbies, il y a les entreprises germano-américaines, etc., etc., avec ce qu'on appelle les carrières essuie-glace. Vous savez ce que c'est la carrière essuie-glace? Un coup, je suis commissaire, un coup, je suis lobbyiste. Vous voyez, et si je suis commissaire à la banque, eh ben, je vais devenir lobbyiste à la banque. Vous voyez, vous êtes d'abord, par exemple, commissaire, vous faites le nouveau droit bancaire, et après, vous terminez à la BNP. Tellement simple. Vous voyez. Et donc, voilà. Et un jour, le 17 mars 2007, je me suis retrouvé par hasard au Parlement européen à Bruxelles, et là, c'est beaucoup plus grave.
pris dans une réunion, 400 personnes, nœud papillon, c'était UP, il y avait Trichet, il y avait monsieur Antoine Seyer, il y avait beaucoup de grands patrons, de grands médiateurs, il y avait Kissinger, Brzezinski, il y avait les Américains, etc. C'était la réunion de la section Europe de la trilatérale. Et moi, je ne suis pas du tout conspirationniste, pour une raison simple, c'est qu'ils ont déjà le pouvoir, comme a dit un jour Fillon, qui fait partie du groupe Bilderberg ainsi qu'Alain Juppé. Mais j'aime pas trop ces groupes secrets qui se réunissent confidentiellement, et surtout, j'ai pas aimé ce qu'ils ont dit ce jour-là. Ce jour-là, ils ont lancé un appel pour que le traité transatlantique soit mis sur pied dans la décennie, parce que c'était très important pour les entreprises américaines. Voilà. Donc en réalité, il y a au-dessus de nous des lobbies. Parce que quand il n'y a pas le contrôle démocratique, qui est un pouvoir lointain, alors les lobbies sont tranquilles. L'Europe est un être des abysses, elle ne craint que la lumière. La marchandisation du monde. La marchandisation du monde, c'est un autre mot pour américanisation du monde. La marchandisation. Quand vous n'avez plus le pouvoir politique, c'est l'économie qui commande, donc c'est les grandes firmes. Bayer, BASF, Monsanto, ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai vu comment ils ont détruit les abeilles. Je me suis levé contre ça. Je raconte dans mon livre comment ça s'est passé, le pot de fer contre le pot de miel. Bon. L'empoisonnement de la terre, l'empoisonnement des animaux, des sols et des hommes. Je sais ce que c'est, moi, puisque j'habite la campagne et l'Institut Curie a soigné un cancer de l'œil gauche, un mélanome de la choroïde. Et je me suis renseigné, j'ai beaucoup travaillé pour savoir ce que je voulais savoir, d'où ça venait. Voilà, les pesticides qui sont dans l'air. Donc en réalité, on travaille tous pour les grandes entreprises, mais qui ne travaillent pas pour nous. Ça, c'est marrant, à la COP 21, là, ils ne vont pas en parler de ça. Ils ne vont certainement pas parler de Bayer, BASF et Monsanto. Ça serait tellement utile qu'on en parle. Tiens, à la COP 21, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une chose qui est marrante. Les frontières, ça ne sert à rien, hein, vous savez. Les frontières, ça ne sert à rien. Quand Merkel a remis sa frontière, qu'est-ce que c'est, la frontière, ça ne sert à rien. Mais monsieur de Villiers, vous n'allez quand même pas remettre des frontières. Vous ne croyez quand même pas à ça. Ah oui. Mais ce qu'on ne fait pas pour le petit peuple en état d'insécurité, on le fait pour les grands de ce monde. Avec la COP 21, on va rétablir les frontières. Donc la marchandisation de la terre, la marchandisation du travail, avec un immense marché du travail low cost. C'est ça que veulent toutes les grandes entreprises, Bolkenstein, les travailleurs détachés, etc. C'est la possibilité d'exploiter les pauvres parmi les pauvres, les plus démunis des plus démunis. Et le plus grave, c'est la marchandisation du vivant. J'ai très bien connu le professeur Jérôme Lejeune. 8 jours avant sa mort, il m'a dit « Philippe, ne lâchez jamais sur la vie, elle commande tout. » L'avortement a été le passeport pour la transgression de tout. L'eugénisme, l'euthanasie, et demain le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée de fabriquer un homme post-humain avec des nanorobots. Ils y travaillent dans une université en Californie. Nous assistons, impuissants et lâches, à la déshumanisation progressive du monde, je dirais par l'effacement planifié du visage de l'homme. Un principe, quand il était corné, est mort. Songez-y. C'est la raison pour laquelle il faut affirmer le principe de la vie envers et contre tout. Et il est un scandale parmi les scandales, c'est que ceux qui défendent la vie sont montrés du doigt comme s'ils étaient des barbares. C'est une honte. La marchandisation du vivant. Demain, le transhumanisme. Qui se bat contre ça? Alors, nous sommes face à deux menaces, chers amis. L'américanisation du monde et l'islamisation de la France.
l'américanisation du monde. J'ai rencontré longuement quelqu'un qui m'a fait une forte impression, qui s'appelle Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai demandé quelles sont les 3 différences entre la Russie et l'Amérique. Il m'a dit la première, c'est que l'Amérique veut un monde unipolaire, et moi je pense que la sagesse, c'est d'avoir un monde multipolaire, polycentrique. La deuxième différence, c'est qu'eux, ils veulent une économie spéculative, c'est très dangereux la bulle de savon, moi je veux une économie réelle qui est d'être plus pauvre. Et la troisième différence, elle est civilisationnelle, je ne veux pas des fémènes. Eux, ils veulent imposer leur modèle économique et sociétal au monde entier avec le multiculturalisme. Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit « Pourquoi continuez-vous, l'Europe, à écrire votre avenir sur le continent américain ? C'est une puissance déclinante. Les puissances de l'avenir, elles sont à mes côtés, de mon côté, du côté de l'Asie, c'est la Chine et l'Inde. Moi, je pourrais faire l'interface. Nous, la Russie, on pourrait être une bonne complémentarité pour vous. Bien industrielle, source d'énergie. Mais on pourrait faire le pont avec le monde de demain, pas le monde d'hier. L'Amérique, c'est le monde d'hier. Pourquoi vous obéissez à l'OTAN partout? Pourquoi vous suivez leurs aventures et leurs échecs partout? Et donc c'est une vraie question qu'on doit se poser pour le monde de demain. Ne faut-il pas un renversement des alliances? Ou plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer notre vision du monde, nous la France, faire une petite place à la Russie, pour pouvoir faire une petite place à la Chine demain? Regarder le monde de demain, non plus que le monde d'hier. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, la France soutient Al-Nosra. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Al-Nosra, dont Laurent Fabius, un énarque, a dit il y a un an, ils font du bon boulot. Toutes les armes que la France a données à l'opposition dite modérée, elles sont parties chez l'État islamique, et maintenant on soutient Al-Nosra, Al-Qaïda. Alors pourquoi on les soutient? Parce que la classe politique française est achetée par le Qatar et l'Arabie saoudite. Et quand on demande aux chrétiens d'Orient ce qu'ils pensent de la situation, ils versent des larmes en disant « Pauvre France, où est la promesse de Saint-Louis? Heureusement qu'on a Poutine. » Voilà. Et donc, par moments, je me dis, au risque d'être politiquement incorrect, et alors là, je pense que là, ça va être terrible. Et je ne peux pas ne pas le faire. Je donnerais volontiers Hollande plus Sarkozy contre Poutine. Ouais. L'islamisation de la France. L'islamisation de la France. Il ne s'agit pas de savoir, hélas, si la France va devenir une république islamique, mais de savoir quand. Écoutez-moi, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas venu vous raconter des balivernes. Je suis venu vous dire la vérité. Et je prends tous les risques pour ça. Je dis bien tous les risques. Mon ami Éric Zemmour était hier au tribunal. Il a été traîné dans la boue par le parquet. Une fois par semaine, il est au tribunal. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ce qu'on a envie de dire et qu'il est nécessaire de dire. Nous sommes dans un pays totalitaire. Réfléchissez bien, il y a 3 raisons. Premièrement, dans le Coran, la Sunna, la tradition musulmane, il y a une bipartition du monde. Personne ne le dit. Il faut le savoir. Le Dar el-Islam, là où est l'islam, la maison de la paix. Et le Dar el-Harb, la maison de la guerre, là où n'est pas encore l'islam.
Et le devoir d'un musulman, s'il veut être fidèle au Coran, c'est d'aller porter le djihad dans le Dar el-Harb. Le devoir, par tous les moyens, et spécialement par la guerre. Et donc, l'État islamique est tout juste fidèle au Coran. L'État islamique retrouve l'État islamique de Mahomet, qui a mené 27 guerres successives et conduit une trentaine de campagnes militaires. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion de conquête. Et donc, l'islam ne veut pas notre mal. L'islam veut notre bien. Mais dans l'islam, il y a l'idée qu'on peut comprendre de l'intérieur. Quand on étudie l'islam, il y a l'idée que le bien, c'est l'islam et que le mal, ce sont les infidèles. Et donc, convertir le monde, c'est imposer le bien. Donc, cette bipartition du monde, elle porte l'idée que nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre, mais l'armée française sait bien qu'elle est en guerre. C'est une guerre d'élimination des chrétiens d'Orient. Haine, c'est marqué sur leur maison. Vous savez ça? Il y a 200 millions de chrétiens d'Orient qui sont menacés d'être égorgés. Et donc, on sait ce qui va nous arriver si on ne résiste pas. C'est une guerre d'intimidation chez nous, d'élimination chez eux, d'intimidation chez nous. Un exemple, vous pouvez profaner la croix du Christ. C'est une opinion. Si vous dites un mot sur l'islam, c'est de l'islamophobie, c'est un délit. Donc la première raison, nous sommes en guerre. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre, c'est l'État islamique qui nous fait la guerre. Il y a 1300 Français qui font le va-et-vient pour préparer les attentats à venir. Est-ce qu'on va rester inerte ou est-ce qu'on va oser dire « oui, nous sommes en guerre ». Eh bien, cette guerre, il faut la faire et la gagner. Dans les évangiles, sauf erreur de ma part, la violence est un péché, mais la force est une vertu. Utilisez la force pour ne pas avoir la violence. La deuxième raison, c'est que, retenez la formule, parce qu'elle dit tout. Elle n'est pas de moi, elle est de Al-Qaïda. L'enfantement, c'est le djihad des femmes. Et à quoi conduit l'invasion migratoire que l'État islamique nous a envoyée? Parce qu'il nous l'avait dit en février 2015, simplement les détêtes de l'INOT, et a dit on va vous envoyer 500 000 personnes. Ça y est, en ce moment, ce sont à 90% des musulmans qui arrivent. Les chrétiens, ils restent là-bas. Et donc en réalité, l'invasion migratoire plus le taux de fécondité différentiel, c'est pas facile, on est mal barré. Oui. Et puis troisièmement et surtout, c'est l'esprit de dhimitude. L'esprit de dhimitude. Les dhimmis, ce sont les chrétiens et les juifs en terre d'islam. Ce sont des demi-citoyens, ils sont tolérés, ils payent un tribut et ils sont humiliés tous les jours. Et c'est ça qui va nous arriver. Nous sommes des dhimmis. Et nos gouvernants sont des dhimmis et des collabos. Ils veulent la mosquéisation de la France. Et j'ajoute quelque chose de très important. Pendant des années, et vous l'avez cru, peut-être, comme tant de Français qui le croient encore, on nous a dit, voilà, il y a deux islams. Il y a l'islam modéré, l'islam radical. Bon. Alors, l'islam modéré est dans les mosquées et l'islam radical est dans les caves. Il faut donc sortir l'islam radical des caves et construire des mosquées. Pas de bol. Qu'est-ce que disent les services de renseignement, et c'est maintenant dans toute la presse? Eh bien, les petits djihadistes qui font les attentats, là, ils sont tous partis des mosquées. C'est les prêches de feu des mosquées qui ont armé leurs bras. Donc, moi je dis, il faut arrêter de construire des mosquées, non à colomber les deux mosquées. La France ne doit pas devenir la fille aînée de l'islam. Ce qui peut tout changer, mes chers amis, ce qui peut tout changer, parce que ainsi va la vie,
ainsi vont les événements, c'est qu'il y a dans notre peuple des ressources insoupçonnées en face des circonstances. Quelles circonstances? Le mur de Maastricht va tomber. Le mur du mensonge. Le rêve des élites post-nationales d'une fusion des nations s'est évanoui, abîmé dans le cœur des peuples. Il s'est désintégré parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. La prospérité, la puissance, la sécurité. Schengen est mort. C'est la Madone Merkel qui l'a tué. L'euro est comme un canard sans tête qui continue à courir dans la basse-cour sous les rectaillons et le Parthénon. C'est Tsipras qui l'a tué. C'est plus jouable. On l'avait dit. Alors, certains disent « Ah non, on ne peut pas, c'est encore... Oh, c'est plus jouable, je vous le dis. C'est une question de moi. On continue à payer, vous payez, on paye. Mais bon, on ne va pas pouvoir payer tout le temps. À mon avis, les premiers qui vont arrêter de payer, c'est les Allemands. La grande convergence culturelle, souvenez-vous, elle est morte à Budapest. Parce qu'on a la Hongrie et la Pologne qui disent « Nous, on préfère faire la bienvenue à Dieu qu'à Allah. Et vous, c'est le contraire. Vous fermez la porte à Dieu pour l'ouvrir à Allah. » Donc il y a une Europe qui est une Europe aseptisée, sous vide, qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va, l'Europe de l'Ouest, mais il y a une Europe orientale qui a retrouvé ses racines et qui dit « nous, on ne marche plus dans cette combine-là ». La culture, oui, la culture chrétienne, la culture de notre histoire, de notre continent. Donc en fait, l'Europe de Maastricht, elle est morte. C'est très important parce que quand le mur de Maastricht va tomber, souhaitons qu'il tombe sur ceux qui l'ont élevé, on va pouvoir refranciser nos rêves. C'est encore Solzhenitsyn qui m'a dit, vous verrez, quand le mur de Berlin est tombé, dans tous les pays soviétisés, on a pu reparler de la nation, de la patrie, des forces morales, etc., la famille, etc. Des mots qui étaient interdits sont devenus prononçables, à nouveau. Et donc, on va pouvoir refranciser nos rêves. On va pouvoir faire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, dont j'ai parlé avec Vladimir Poutine, qui s'impose à nous, la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, telle que l'avait préconisé le général de Gaulle, et même jusqu'à Vladivostok maintenant. On va retrouver l'étymologie des mots. Comment peut-on être frère? Qu'est-ce que c'est que cette fraternité cosmique? La nation serait un obstacle à la fraternité cosmique? Mais comment on est frère en genre humain quand on n'a plus de père, plus de mère? La patrie, c'est la terre des... renvoie à la terre des pères, c'est l'étymologie. La nation, naître, renvoie à la maternité. La paternité, la maternité. Donc la nation, la patrie, les patries charnelles. On va redécouvrir tout ça. Et puis, quand le mur de Maastricht va tomber, alors les petites lucioles vont sortir de la grande catacombe. Les dissidents tiendront les lucioles à la main. Ils hésiteront. Ce seront des franchisseurs de lignes rouges, des franchisseurs du périmètre sanitaire. Ils n'hésiteront pas à descendre et à sortir de la cage aux phobes. Aujourd'hui, tous les hommes politiques sont dans la cage aux phobes. Prostrés, tapis, silencieux. La cage aux phobes. Europhobes, xénophobes, islamophobes, homophobes. Touche pas à mon climatophobe. Voilà. Et tout ça, ce sont des délits. Autour de la cagophobe, il y a le périmètre sanitaire, il y a la judiciarisation des pensées et des arrière-pensées, les taupes de la tolera qui font les 100 pas. Et pour un mot de travers, vous êtes disqualifié. Un député de base qui n'a pas trop
l'art des circonvolutions, tout à coup il se met à citer le général de Gaulle, boum, oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous voyez, donc du coup, on a une classe politique aseptisée qui tourne 7 fois sa langue dans le micro-ondes pour ne rien dire, parce que tout le monde balise. Et moi, je reçois des centaines de lettres. C'est dommage, j'aurais dû vous les apporter. Et oui, c'est marrant parce que j'ai envoyé mon livre à ceux que j'épingle, Sarkozy, Juppé, Fillon, par exemple, et c'est l'attaché parlementaire qui a dû, ils n'ont pas fait attention, ils l'ont. Bon, et ils me répondent: bravo, quel beau travail. Ah, si les Français peuvent te lire. Merveilleux. Et donc, les franchisseurs de ligne rouge. Alors, au début, ils iront en prison, mais il y aura trop de monde en prison, et finalement, les prisons s'effondreront. Alors, quand je dis franchisseurs de ligne rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à certaines formes de désobéissance civique. Est-ce qu'on va continuer à payer des impôts pour des choses qui sont contraires à notre conscience et à ce qu'on a dans notre âme? Est-ce qu'on va continuer à payer des impôts pour un pays que nos politiciens sont en train de transformer de fond en comble pour le remplacer par un autre peuplement? Ça, c'est pas possible. Ce sont des franchisseurs de ligne rouge, mais surtout, c'est eux qui remonteront les murs porteurs. Mon voisin Samuel Gilbert, qui était un paysan sage, me disait souvent: tu sais mon petit, quand on est dans l'obscurité, au bord d'un précipice, dans une maison qui s'effondre, et qu'on marche à tâtons, il faut chercher les murs porteurs. Les murs porteurs, c'est quoi? Le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage, et le rêve français comme fenêtre sur le monde. La France, chers amis, je terminerai en vous disant ceci: la France est en dormition, mais elle n'est pas morte. Nous allons souffrir, souffrir, souffrir encore. La Providence a déposé en chacun d'entre nous, en chacun de nos cœurs, en chacun de nos esprits, une sorte de clin d'œil métaphorique. Dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. Gesta Dei per Francos, ce qui veut dire Dieu a encore besoin des Francs. Merci.